Alors, on va partir ensemble, le temps que tout le monde arrive, pour une heure de conversation autour d'une thématique qui nous tient à cœur, qu'on a appelée corps conscient. Donc, on va avoir une première demi-heure où je vais échanger à bâton rompu avec Marie-Cécile sur son parcours et son histoire. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et la deuxième demi-heure va être consacrée à un temps de questions-réponses, si vous avez envie de poser des questions à Marie-Cécile sur le partage qu'elle va nous faire. Voilà, n'hésitez pas, vous pourrez prendre la parole tout simplement en ouvrant votre micro, ou bien si vous préférez mettre dans le chat vos questions, à ce moment-là, je serai votre voix et je poserai votre question. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, pourquoi j'ai eu envie de rencontrer Marie-Cécile? Donc, vous allez déjà avoir une proposition à peu près chaque mois d'interviews que je vais proposer à travers une thématique qui nous tient à cœur d'ailleurs avec Marie-Cécile, la thématique du corps conscient. C'est-à-dire comment la conscience corporelle que je peux développer dans ma vie peut avoir un impact important et fort sur mon chemin de vie, bien au-delà de l'aspect physique, on va en parler. Alors, pourquoi j'ai eu envie de démarrer cette série d'interviews avec Marie-Cécile? Parce que Marie-Cécile est une grande amoureuse du corps en mouvement, elle va vous l'expliquer. Je vais vous la présenter succinctement dans un premier temps et puis on démarrera notre conversation. Marie-Cécile, tu as 54 ans, tu es maman de deux grandes adolescentes. Tu es aussi professeur de yoga, tu danses, tu fais de la danse libre sous toutes ses formes depuis plus de 25 ans, hein, je crois maintenant, à peu près. Tu es dans la région lyonnaise et tu es depuis toujours passionné par tout ce que le corps peut te raconter. Et tu es aussi là à un autre titre, c'est que tu as développé ces compétences tout au fil de ta vie. Et puis en 2021, on t'a découvert une tumeur non cancéreuse au cerveau et tu as dû traverser cette épreuve et tu t'es appuyé sur toutes les connaissances, sur toute la conscience corporelle que tu avais développée pour traverser justement ce moment de ta vie. Et on va pouvoir partager un peu par rapport à cette période de ta vie, mais aussi ce qui s'est passé avant, parce que finalement, ça va préparer la suite de l'histoire, d'une certaine manière. Hmm. Mm. Oui, Alors, oui, oui, c'est bien ça. déjà, Marie-Cécile, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que tu as une triple casquette. Au niveau de ta vie professionnelle et des passions de ta vie, tu as été infirmière pendant plus de 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant 15 ans, oui. Voilà, donc tu as travaillé dans le domaine de la santé pendant 15 ans où tu as pris soin des autres, en fait, d'une certaine manière. Mhm. Tout simplement. Tu as ensuite été professeur de yoga. Tu es professeur de yoga depuis quelques années aussi. Ouais. Et Mhm. tu es aussi conteuse. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là qui est très joli aussi? Eh ben, en fait, c'est comme si les trois avançaient ensemble sur mon chemin depuis longtemps. Et les contes et l'idée, enfin la mythologie, finalement, je me suis rendu compte, m'a aussi énormément accompagnée dans cette traversée-là, d'avoir des histoires plus grandes que moi, en fait, qui ont permis d'avancer, je pense, plus sereinement en m'appuyant sur des mythes qui, ont, qui existent depuis longtemps. Et en fait, en tant que soignante, donc j'ai surtout travaillé en psychiatrie et j'ai souvent utilisé les contes, que ce soit avec les enfants quand je travaillais en pédopsychiatrie, mais aussi en milieu carcéral et dans les centres d'addictologie où j'ai beaucoup travaillé. Et parce que ça a ramené vraiment aussi dans le présent, parce que par le conte, en fait, on est en lien. On est en lien, on écoute une histoire et en même temps, on part voyager, mais les histoires, on les raconte avec tous les sens, en fait.
Et je trouve que c'est ça qui est, en tout cas, qui moi me parle. Et tous les sens, on les retrouve dans le mouvement, dans le yoga que j'ai appris et dans la danse qu'on a explorée ensemble aussi, parce que c'est développer tous les sens. Et bizarrement, enfin bizarrement, finalement, la tumeur que j'ai eue, eh ben, elle a touché à peu près tous les sens, parce qu'elle a touché l'audition, elle a touché l'équilibre, il y a eu des conséquences sur mon œil aussi, ça a posteriori. Donc, c'est vraiment les sens qui ont été touchés. Et c'est comme si j'avais exploré déjà tous ces sens par mes explorations corporelles, que ce soit le qigong, la médecine chinoise, le yoga, les pratiques de théâtre et de clown aussi. Et finalement, cette tumeur est venue attaquer mes sens. Mhm. Et je te vois plus sur l'écran. Ah si, voilà. Donc, nous, on s'est rencontrés à travers une formation de danse par l'intermédiaire de Véronique Pioche, la formation Danser, être dansé. Et donc, Mhm, quand tu as appris cette nouvelle, quand cette maladie t'est tombée dessus, d'une certaine manière, tu étais en formation de danse avec moi, avec nous, hein, on était plusieurs mhm, personnes. mhm, Et donc, on se retrouvait à peu près toutes les 6 semaines, et donc on a pu voir l'évolution mhm, incroyable d'un module à l'autre, de voir comment toi tu travaillais avec ça. Il y a eu mhm, l'opération, on va en parler. Il y a eu ensuite comment tu récupérais petit à petit toutes les facultés qui avaient été touchées. Et c'est mhm, incroyable parce que tu n'as jamais cessé de danser au milieu de mhm, tout ça. Et mhm, ça, c'était un très beau partage. Alors, est-ce que tu veux bien, on va faire un petit retour en arrière. mhm. Est-ce que tu veux bien nous partager les premiers symptômes qui t'ont fait penser que là, il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas au niveau du corps? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour commencer à te dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Et ben alors, ça a été des signes assez légers finalement. J'ai senti des fourmillements dans le petit doigt gauche et l'annulaire gauche, un peu quand on se coince le coude, tu sais, tout le monde a déjà senti ça. Euh, et ça, c'était, je revenais d'Ardèche et je me souviens là aussi très clairement qu'en prenant la voiture, il ne semblait pas avoir coincé mon coude, mais j'ai commencé à sentir ça. Et puis ça a duré pendant 2 jours en fait. Et puis, bah voilà, ça peut arriver. Mais donc ça, c'était un dimanche. Et le mardi, j'ai eu des sensations toutes bizarres, enfin des petites sensations, pareil, des petits trucs que je connaissais pas sur ce côté du visage, du même côté. Mm. Et là, il y a eu quelque chose, enfin, je me suis dit que vraiment, c'était pas normal et que mon corps faisait pas ça normalement, en fait. Et mon corps, je le connais bien et je lui fais confiance, en fait. Et j'ai appelé le 15 avec ces petits fourmillements et je leur ai expliqué que j'avais ces sensations bizarres. Donc, ils m'ont passé, enfin bon, comme ça se passe pour le 15, et finalement, ils m'ont envoyé une ambulance. Donc, je suis arrivée aux urgences. J'ai eu toutes les questions, clairement une question neurologique. Donc là, je voyais bien mon passé d'infirmière, je voyais bien que c'était l'externe qui me posait les questions et tout ça. Donc, j'étais pas en milieu totalement inconnu. Et je savais qu'il fallait que je leur donne des indications précises sur les questions qu'ils me posaient. Mm. Et ils m'ont fait un scanner et ils me posaient beaucoup de questions sur l'équilibre, mais j'avais aucun signe de manque d'équilibre en fait. Et donc il y a eu un scanner et suite au scanner, il y a un médecin qui est venu me voir en disant qu'il y avait une grosseur dans le cerveau qui n'était pas normale, qui était là depuis probablement entre 7 et 10 ans, que c'était bénin, c'est-à-dire non cancéreux a priori, et que c'était un endroit du cerveau qui pouvait s'opérer. Donc tout ça dans la même phrase. Donc moi j'arrivais, enfin bon, en plus j'étais sur le point j'étais en cours de séparation avec mon conjoint. Donc quand j'ai eu ces sensations-là, j'étais en train de remplir la voiture pour partir en fait. Donc je suis pas partie là où je pensais aller, mais je suis partie à l'hôpital. Et et j'en étais où? Et donc, on m'a transféré des urgences à l'hôpital neurologique de Lyon.
Et, et là, dans l'ambulance, en fait, il y a eu quelque chose d'important. C'est dans l'ambulance, je me souviens très bien, il y a un grand tunnel pour aller d'un hôpital à l'autre. Et là, je me suis dit, c'est tellement énorme, là, ce qui m'arrive, que je peux que lâcher. Parce que, enfin, ça a changé totalement la trajectoire que j'avais prévue et je rentrais dans une zone d'inconnu total, en fait. Et c'est vraiment cette sensation, je me souviens très bien dans l'ambulance, les ambulanciers ont été super, il y avait une boîte de mouchoirs. Et c'est ce truc de, OK, c'est un saut dans l'inconnu et je peux que lâcher tellement c'est énorme. Hum, Mm. hum. Et en fait, c'est arrivé à un moment de ta vie quand même très particulier où tu étais en train de changer de trajectoire d'une certaine manière Ouais, et quelque chose en fait t'a amené encore ailleurs. c'est ça. Hein, c'est ça. Donc il y a quand même Oui, une espèce de rendez-vous là très particulier quand même dans ta vie. Euh, oui. du coup, qu'est-ce qui s'est passé après pour que factuellement on puisse comprendre comment les choses se sont passées, qu'on puisse après rentrer dans la compréhension des événements? Ouais. Alors, bah, donc j'étais à l'hôpital neurologique de Lyon. Donc là, on m'a fait un IRM. Ils ont pu identifier exactement où c'était. Donc effectivement, ça touchait le nerf facial, le nerf auditif, et ça commençait à toucher le tronc cérébral. Et c'est le tronc cérébral qui me donnait ces sensations. Et le nerf facial. Et donc, il fallait opérer parce que ça commençait à faire des symptômes. Donc, je suis ressortie 2 jours plus tard avec une date d'intervention 1 mois et demi plus tard D'accord. d'opération du cerveau, quoi. De tumeur au cerveau. Alors, même si, alors, on dit que c'est bénin, il y a euh, pour opposer à cancéreux, donc c'est-à-dire que c'est une tumeur non cancéreuse, mais ça ne veut pas dire que c'est bénin dans les conséquences que ça a sur la vie. Et donc, et ben là, j'avais 1 mois et demi de, De... de, de, de je sais pas quoi, À attendre en fait sans savoir. et ben sans savoir. Alors, a priori, ils disent non, bah, vous êtes au meilleur centre de la région et tout va bien se passer. Mais bon, on allait quand même m'ouvrir à l'arrière de l'oreille, ouvrir la boîte crânienne. Si la boîte crânienne est si solide, c'est a priori pas pour qu'elle soit ouverte. Et les séquelles qu'il pouvait y avoir, donc c'était surtout sur l'audition. L'audition avait des risques d'être profondément touchée. Le nerf facial, donc une paralysie faciale, et l'équilibre qui se rééduque a priori avec du temps. Donc c'est tout une histoire de temps sur ces voilà. Donc tu savais qu'il y avait des... tu avais déjà les infos sur les conséquences, sur ce qu'il fallait rééduquer par la suite. Tu avais toutes Oui, les informations dont tu avais besoin. oui, il y avait les informations. Après, là où c'est très flou, c'est combien de temps ça va durer, ce Mm, temps de rééducation, mm, et est-ce qu'il va y avoir d'autres séquelles, parce que voilà. Hmm. d'accord. L'opération arrive, Oui, d'accord. Elle se passe bien, elle se passe bien, ouais, ouais, elle se passe d'accord. bien. Et c'était sur le temps, avant l'opération, il y a eu un phénomène un peu particulier où j'ai eu l'impression d'être comme en fin de grossesse, où j'avais besoin d'être dans ma bulle et de pas voir trop de gens et d'être dans voilà, j'avais prévenu les gens que je voulais pas qu'ils me racontent les histoires de leur tante qui avait eu une tumeur au cerveau ou de leur grand-père ou tous les trucs comme ça. Et même mon périmètre de déplacement, c'est un peu voilà, j'étais vraiment dans une bulle très créative. J'ai fait beaucoup de choses très créatives, comme dans mes 2 grossesses que j'ai eues en quelque sorte. Alors, c'est vrai que ça, c'est Et intéressant parce que tu as souvent fait le parallèle. Alors, tu proposes du yoga féminin, donc tu es sensible hum, à hum, tout ce qui a trait à la féminité, les cycles, etc. Donc là, hum, tu viens de faire un premier parallèle où tu dis, bah, j'avais hum, la sensation d'être dans mon dernier trimestre de couver, d'une certaine manière, oui, un hum, événement important, comme si hum, tu allais accoucher de quelque chose, on sait pas quoi, en tout cas pour l'instant.
Et tu Mm. me partageais aussi, quand on discutait auparavant, que tu avais eu cette sensation après, on pourra en parler tout à l'heure. Tu Oui, faisais un lien aussi avec les cycles féminins. Tu as vraiment senti aussi cette sensation après, dans ta période oui, de guérison et de convalescence. de convalescence, ouais, 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 comme si c'était une grande descente, un grand cycle en fait. Donc, dans les cycles menstruels, on descend pendant le temps des règles et c'est comme si on descend et puis on remonte. Et là, c'était un grand, 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 grand cycle avec une grande, 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 grande pause. Et cette conscience des cycles menstruels m'a aidée dans le sens où je me disais qu'il allait y avoir une sortie, que j'allais pas rester au fond pendant éternellement, en fait. Ah, ça, Parce c'est qu'il y a eu des moments où je me disais que j'allais pas remonter quand même. bien sûr, bien sûr. Mm, Oui, il y a cette ressource-là qui est extraordinaire du vivant. ouais. C'est de manière, je dirais, viscérale, Mm. qu'à un moment donné, ça ne peut que remonter. C'est ça? Oui, ben vraiment comme j'avais vraiment l'image des saisons, il y a l'hiver où on revient à l'intérieur et il y a toujours le printemps qui revient en Mm, fait. mm, Mais ça, c'est que je l'ai expérimenté dans mon corps à chaque cycle menstruel, en fait. Cette mm, descente où il y a des jours où on se dit non, mais je ne vais pas arriver à remonter. Et puis en fait, on y arrive. mm. Et clairement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mm, mm, Alors, je vois que une personne qui a un identifiant qui s'appelle Redmi Note 8T a levé la main. Donc, est-ce que mhm. vous avez une question ou est-ce que c'est une erreur de manipulation ou... Voilà, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Bon, peut-être que c'est une erreur, je vais peut-être baisser la main du coup. D'accord. Ah si, ah non, c'est bon. Du coup, arrive l'opération, arrive ensuite toutes les séquelles de l'opération. Euh, Mm, mhm. et puis l'annonce aussi de voir si tout est OK, si tout s'est bien passé. Comment ça a été pour toi à ce moment-là, Marie-Cécile? Et ben alors, juste après, je pense, alors déjà, j'étais soulagée de me réveiller et d'être dans un état à peu près correct. Il y avait clairement la paralysie faciale qui était très forte Mm, au tout début, mais le nerf n'avait pas été sectionné ou quoi que ce soit, donc c'était une histoire de temps pour récupérer. Là, il ne pouvait pas me dire combien de temps ça allait récupérer. Au départ, ce qui m'a le plus gêné, c'était vraiment l'équilibre, parce que le nerf auditif, l'oreille interne avait été touchée. Et je ne pouvais pas marcher et tourner la tête en même temps, c'était impossible en fait. Donc, si je voulais tourner la tête, il fallait que je m'arrête. Et puis, j'ai été épuisée après l'intervention qui a quand même duré 8 heures, donc 8 heures d'anesthésie. Et donc, pour descendre jusqu'au jardin en bas, je suis descendue pendant quelques jours en fauteuil roulant. Donc, ça aussi, c'est une expérience. Et rien que quelqu'un qui me pousse sur le fauteuil roulant dans le couloir de l'hôpital, ça faisait trop de changements. Fallait que je ferme les yeux, en fait, ah oui. parce que l'oreille interne arrivait pas à ajuster tous les mouvements qu'il y avait de chaque côté. Mm. Donc, le départ, c'était vraiment tout ce travail de l'oreille interne. Donc, je suis allée en centre de rééducation après l'intervention. Je suis restée 5 semaines. Je suis sortie juste un peu plus tôt pour pouvoir aller au week-end de danse. J'ai négocié avec eux. Non, mais là, il faut que je parte. C'était 3 jours avant la fin parce que je vais danser. Ils ont dû me regarder comme. Enfin bon, je vais danser tout le week-end, quoi. Donc, voilà. Alors, Et oui, est-ce qu'on peut faire une mini parenthèse sur ça parce que c'est quand même hyper puissant ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire tu es en pleine convalescence. Tu as besoin ouais. d'un fauteuil pour descendre les étages parce que dès que tu tournes la tête, tu pourrais tomber. Et, Mhm. et tu dis là, il faut que je danse. Qu'est-ce qui se passe pour toi, en toi, à ce moment-là de ta vie, pour avoir ce besoin de te mettre en mouvement alors que le mouvement est hyper compliqué à ce moment-là de ta vie? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Enfin, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a notre groupe qui était constitué et que pour moi, vous avez été d'un soutien énorme. Mm, Et dans le mythe d'Inanna, que j'aime beaucoup, c'est une descente dans le monde d'en bas, justement, il y a ces témoins. Elle a un témoin qui reste à l'extérieur et je pense que sur tout ce temps de cette traversée, vous mm, avez été mes témoins qui m'ont mais porté d'une manière extraordinaire.
Et alors, 10 jours après l'opération, il y avait un week-end où là, je ne suis pas venue, mais je m'étais clairement posé la question. Est-ce que je... Bon, là, ça n'aurait pas été possible. Tu étais avec nous, tu étais avec nous, d'une Oui. certaine manière. Mais un mois et demi après, bah, je me disais que ça pouvait que me faire du bien, en fait. Et déjà dans la chambre d'hôpital, j'avais ramené mon tapis de yoga parce que je me disais aussi quelque chose de très important, c'est que je me disais, il faut pas que mon corps se bloque, en fait. Il faut pas que ma colonne se bloque, il faut pas que mes épaules et que mon bassin se bloquent. Donc, je suis vraiment restée au minimum de la pratique sur délier mon corps, mes épaules et ma colonne vertébrale. Hmm. Et puis, c'était aussi ma pratique de yoga nidra, donc de relaxation profonde. Et enfin, t'en sais quelque chose, mais c'est un pouvoir régénérateur extraordinaire. Hmm. Et j'ai passé tout ce temps de début de convalescence dans cet état-là. Et, et pourquoi j'avais... Mais c'était un... Je me posais même pas la question, en fait. Vous étiez dans la Drôme, il fallait que je vous rejoigne, en fait. Et là où ça a été extraordinaire, quand même, c'est que ce premier week-end, donc j'avais clairement des difficultés pour me déplacer d'une table à l'autre, de tourner la tête. Tous les changements de hauteur et les changements de direction étaient compliqués. Mais en dansant, en dansant, j'avais l'impression que mon corps redevenait à la normale, en fait. Hmm. Et que j'étais quasi pas gênée dans mes mouvements, que là, je pouvais tourner sur moi-même et c'est comme si mon corps dansant récupérait ses capacités plus rapidement que mon corps non dansant. Hmm. Oui, Et oui. là, mes filles, quand je suis revenue du week-end, je leur dis ça. Puis il y en a une qui me dit, bah, faut que tu danses tout le temps, maman. Hmm. Je dis, ben oui. Mais c'était quand même, enfin, en dansant, je retrouvais mon corps, pour le coup, mon corps d'avant. D'accord. Mm, Et du coup, est-ce que quand tu es reparti de ce premier week-end, est-ce que tu mm. as senti que des bénéfices s'étaient installés dans le corps? Voilà, que tu avais récupéré des petites facultés, ou est-ce que c'est reparti du moment où tu revenais dans un autre environnement? Je pense pas que ça a duré ces bénéfices de la danse dans mon retour à la vie quotidienne, mais par contre, c'est au niveau de la confiance en mon corps Hmm. où je me dis, ok, en fait, ben ça va récupérer, Hmm. puisque dans le corps, c'est comme si le corps dansant avait une longueur d'avance en fait. Je vois. D'accord, je vois. Du Mm, coup, ça a été le premier module très rapidement après ton opération où tu étais parmi nous. Ensuite, mhm. tu as continué à... Donc, tu avais de la rééducation pour l'oreille, Ouais, pour le visage. ouais, Moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu t'es fabriqué un protocole de rééducation perso pour garder mhm, un corps mobile, une conscience corporelle affinée, malgré tout. mhm, Euh, mhm. Comment ça s'est passé après? Est-ce que tu as eu la sensation de récupérer rapidement les sensations? Est-ce que ça a été long? Comment c'était dans le ressenti? Alors, dans la longueur, dans ce temps de convalescence et ce temps de récupération, c'est un temps très particulier que j'ai découvert parce que j'avais jamais été malade avant, mais c'est un temps où le temps s'allonge en fait. Hmm. Et, et en fait, c'est comme si on revenait au rythme du corps. Et le système nerveux, parce que là c'est le système nerveux qui était touché, est très long. Il récupère, mais très 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 lentement en fait. Et c'est ce bascule dans ce temps du corps et de récupération qui est assez étrange en fait. Et donc j'avais C'était très ritualisé en fait, parce que le matin, il fallait que je masse mon visage. Après, je faisais des mouvements au sol. Alors, j'ai jamais été aussi régulière dans la pratique que sur ce temps de convalescence. Et puis après, j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux avec les kinés vestibulaires et tout ça. Donc, ça faisait un temps très rythmé et très lent et très qui s'étend et comme si je rentrais dans ce temps du corps en fait. Et Hmm. ce temps du corps,
Je me souviens de ma prof de yoga avec qui j'ai fait la formation, c'était au Québec, qui parlait de ce temps du corps et qu'il y a des moments où on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et que Mm. souvent, on veut aller plus vite que la musique, mais là, c'était rouah, chat, un bascule dans ce temps du corps et que le système nerveux, il récupère de 2 centimètres par je ne sais plus combien et que tu peux juste pas aller plus vite que ça. Mm. Oui, donc il y a une grande phase d'acceptation et de confiance à développer, hein. Mm. Ouais, et puis après, c'est quelques mois plus tard où j'ai une complication à l'œil qui a été compliquée, ça c'était lié à la paralysie faciale. Et là, ça a été très dur parce que pendant 3 mois, il a fallu que j'ai l'œil bloqué. J'ai risqué une opération de l'œil. Alors, la vision n'a pas été touchée à terme, mais là, ça a été le bas de la descente, en fait. Oui, le fait de savoir que ton œil était touché, c'est ça? C'est ça qui t'a... Et ben, c'était en fait, alors ah oui, parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte que l'audition avait été touchée et que j'entendais plus du tout. Mais alors au départ, c'était drôle parce que je pensais que c'était mon écouteur qui fonctionnait pas, en fait. Mm. Je me dis, ah, bah, cet écouteur, il marche pas, tu sais. C'était pas. Donc, j'ai perdu l'audition et ça va pas revenir. Mais donc, et alors, sans l'audition d'un côté, on peut pas localiser d'où viennent les sons. Donc, j'entendais des bruits, par exemple, j'entendais une voiture, j'avais aucune idée d'où elle venait. Et D'accord. puis, et par exemple, si mon téléphone sonnait quelque part dans la maison ou dans une pièce, Mhm. et toujours, c'est impossible pour moi de retrouver d'où vient un son précis, en fait. D'accord. Donc, Donc là, ça demande donc, il y vraiment avait ça, Oui. mais alors, j'entendais pas de cette oreille-là, oui, Non, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. oui. Et donc, j'avais cette oreille qui marchait pas, et pendant 3 mois, je me suis déplacée en corsaire, donc avec l'œil qui voyait pas. Mm. Et avec un seul œil qui voit, c'est pareil, on voit pas les, les distances, enfin, on voit pas les volumes, enfin, il y a plein de choses qu'on voit pas, en fait. Donc, ça faisait quand même un truc très bizarre. Et pareil, je suis venue à des week-ends où j'ai dansé avec mon cache-œil. Et finalement, ça se passait plutôt bien. Enfin, je vous ai pas foncé dedans, on s'est pas foncé dedans. Non, non. Mais- Mais c'est quand même une attention particulière, enfin, constante, l'œil, parce que j'ai perdu la sensation à la surface de la cornée. Ça, a priori, ça va pas revenir non plus. Donc, c'est un œil très fragile parce que je sens pas s'il a mal, je sens pas s'il y a une poussière dedans, enfin, tous les trucs que le corps, normalement, régule tout seul, en fait. Oui, donc il En faut que tu fait, interroges ton œil régulièrement, eh consciemment, et ben, tu oui, c'est regardes ça. si tout va bien. Mm. Oui, il faut que je sois attentif pour mon deuil. Et c'est là où c'est, je pense, cette prise de conscience de tout ce que fait le corps sans qu'on y pense Mm. Oui. et que c'est juste extraordinaire. Si on Mm. regarde juste l'oreille et l'œil et tout le reste du corps, mais on vit dans un chef-d'œuvre en fait. Non C'est mais vraiment quoi. oui, oui, non, mais c'est une très belle image. Ouais. Alors, on Mm. peut commencer le temps des questions-réponses pour celles et ceux qui ont peut-être des questions à poser à Marie-Cécile. Donc, soit vous levez la main et puis vous vous exprimez directement, soit vous pouvez écrire dans le chat pour qu'on puisse lui poser les questions en direct par rapport à ça. En attendant que les questions arrivent, Marie-Cécile, Mhm. aujourd'hui, tu en es où? Tu parlais de ce qui t'a, des sens qui ont été touchés, je dirais. Mhm. Est-ce que tu Mhm. peux dire qu'en face, du coup, il y a quelque chose qui s'est développé au niveau sensoriel, de plutôt nouveau, par exemple? Ton appréhension au monde a dû évidemment un peu bouger. Comment tu pourrais qualifier cette nouvelle manière hein, de fonctionner? Eh ben alors, je pense que le plus flagrant, c'est l'audition, parce que j'ai fait des audiogrammes et tout ça avec les ORL. Donc au départ, j'étais très gênée en entendant d'une seule oreille. Hmm, Et finalement, au fur et à mesure, mon champ auditif s'est élargi. Donc j'entends plus loin devant, j'entends plus loin derrière, et d'accord. j'entends mieux. Mon oreille droite a vraiment pris le relais.
Donc, c'est toutes les neurones qui ne sont pas utilisées par l'oreille gauche, peut-être elles sont transvasées de l'autre côté, mais clairement, enfin, même c'est mesurable, hein, mon oreille droite entend mieux. Euh, donc, c'est intéressant à observer. Au niveau de l'équilibre, je suis plus gênée, mais ça reste, enfin, c'est pareil, c'est l'oreille interne droite qui a pris le relais. Donc, c'est elle qui a appris à gérer tous les mouvements. Et donc, le système nerveux est juste, enfin, c'est un truc extraordinaire. Au niveau de la vision, j'ai récupéré complètement. Je vois même 10 sur 10. En fait, j'ai plus besoin de lunettes pour conduire alors que j'en avais besoin avant. D'accord. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été moins sur les écrans aussi. Mais bon, je reste vigilante pour l'œil. Et finalement, et puis bon, j'ai encore des signes de paralysie faciale. Et même si visuellement, ça se voit moins, j'ai les sensations comme si je sortais de chez le dentiste depuis 18 mois, en fait, au niveau de la joue. Oui, d'accord. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'une grande créativité qui s'était développée dans cette période-là, une période de descente, et tu disais, et pour autant, il y a eu une créativité folle qui s'est installée dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour qu'il y ait quelque chose qui se développe comme ça? Hmm. Eh ben, je sais pas. C'est peut-être le temps disponible finalement, ou un retour à l'intérieur qui a permis ça. En tout cas, avant l'opération, c'est là où j'ai vraiment fait le parallèle avec le temps de grossesse où j'avais créé beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est ouais, cette sorte de bulle en fait qui fait qu'il y a plus de temps de créativité peut-être. Ouais. Du coup, ton rapport au temps a changé depuis cette période-là, même encore maintenant, ou est-ce que tu sens que tu es reparti dans un rythme de vie comme avant? Parce que tu me disais, il y a avant et après quand même cette période de ma vie. Il y a... Ah ben, il y a clairement un avant et après, et où je suis pas ressortie je suis pas ressortie la même de l'autre côté. Mm. Ben, entre-temps, alors j'ai déménagé, j'habite plus au centre-ville de Lyon, j'habite plus avec mes filles non plus. Donc il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Je suis dans un lieu qui accueille des stages de yoga, de danse et tout ça. Donc je suis dans un lieu encore cocon, je dirais, et je pense que j'en ai encore besoin dans ce temps de. Ça fait 1 an et demi, mais j'ai pas complètement récupéré encore euh, la capacité d'être très concentré sur quelque chose et d'initier des choses comme je le faisais avant. Mm. Alors, je ne sais pas si je suis encore sur ce temps de convalescence, Mm. mais il y a eu tellement de changements en même temps dans l'ensemble de ma vie C'est- que voilà. Toutes tes cartes Ouais, ont ouais, bougé. ouais. Toutes tes cartes ont Oui, bougé, c'est ça. Ouais. jusqu'aux Mm, cartes sensorielles, mm, organiques, mm. tout a bougé. Et puis, il y a un point important quand même sur enfin, l'origine de cette tumeur, Mm. qui est quand même probablement liée à, enfin, en tout cas pour moi, au stérilet Mirena et aux prises d'hormones, tous les dérivés de la progestérone potentiellement. Donc ça, c'est un peu, enfin, ça touche quand même beaucoup les femmes et leur cycle menstruel. Mm. Mais c'est ce genre de tumeur qu'on appelle méningiome touche beaucoup plus les femmes et il y a un lien avéré avec les prises d'hormones. Et là, il y a une association, moi, qui m'a beaucoup aidée dans la compréhension et dans le soutien aussi. C'est une association qui s'appelle Amavea et qui soutient les femmes qui ont eu des méningiomes, en fait. Mm. D'accord, donc ça peut être lié à la prise de stérilet, enfin, à la mise en place du stérilet. Eh ben, alors, stérilet hormonal ou alors, en tout cas, d'autres, il y a 3 médicaments qui ont été avérés, c'est lutéin, lutéril et androcur. Mm. Mais là, c'est une affaire de classe de médicaments. Il y a une recherche qui est sortie là, en février sur les dérivés de la progestérone. Donc, si ça intéresse certaines personnes, je suis devenue, enfin, mon passé d'infirmière m'a aidé à bien comprendre
tous ces différents paramètres. Mais c'est quelque chose d'important aussi pour la vie des femmes Oui, et leur rapport à leur vie menstruelle aussi. Mm. bien sûr, parce que Mm. c'est une information qu'on n'a pas forcément, donc c'est Mm. important de le savoir. Mm. Euh, je réfléchis par rapport à ça, si tu as envie qu'on développe ou pas. Je sais pas. C'est Bah, plus... c'est plus s'il y a des questionnements dans les personnes qui sont autour. D'accord. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous questionne, Hmm. j'ai Tu as quelques des infos. infos. Hmm. Mm. Mhm. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, pas de timidité entre nous, hein. Marie-Cécile, justement, Mhm. j'ai été observatrice de ça par cette petite lucarne de mouvement dansé qu'on partageait pendant ta Mhm. première période de convalescence. Et c'était en effet extraordinaire de constater à quel point tu avais une confiance dans ton corps Mm. énorme, incroyable, c'était dingue. Cette confiance-là, elle te vient, je ne sais pas si tu peux répondre, donc je pense qu'il y a mille Mm. réponses, Mhm. mais elle te vient d'où cette confiance-là, avec cette conscience du corps, justement? Ben, je pense qu'elle me vient de toutes les pratiques corporelles que j'ai explorées depuis longtemps. Et c'est cette écoute fine du corps, en fait, qui est développée par toutes ces pratiques-là, que ce soit, moi, enfin, le yoga, ça a été une entrée dans le corps et dans l'écoute des sensations, des perceptions. Et puis après, je me suis sentie un peu trop limitée dans certaines formes de yoga. Donc, je suis allée vers un yoga beaucoup plus cyclique, un yoga plus féminin. Et puis, la danse qu'on a fait, enfin, cette exploration qu'on a fait avec Véronique Pioche, c'est toute cette écoute subtile du corps. Hmm, Et, et même des signes infimes, vu que je le connais bien, mon corps, je sais ce qu'il me dit et je l'écoute. Euh, et c'est aussi vraiment ces cycles menstruels d'être à l'écoute, de descendre, de remonter, d'être. Il y a une chose que j'avais fait pendant un temps, c'est d'écrire, de faire des petits visuels chaque jour, en fait, chaque jour du cycle, pour voir dans quel état émotionnel, physique j'étais, en fait. hmm, Et, et c'est cette écoute. Et cette écoute du corps, oui, que j'ai développée aussi avec le Qigong que j'avais fait, le théâtre. Ouais, il y a beaucoup, toutes ces pratiques corporelles somatiques, en fait, hmm, qui font que on vient à l'écoute des sensations et des perceptions du corps hmm. Alors, et que je lui fais confiance parce qu'en général, il me dit pas des choses, des choses bizarres, mon corps. Mm. Mhm. alors, je vois que Claudine a une question. Est-ce que tu veux nous dire, Claudine? Oui, euh, moi j'ai aussi voilà, ce que j'ai écrit, moi ce qui m'a interpellée, c'est cette écoute du corps et c'est cette confiance et même cette foi, j'ai envie de dire. C'est plus quand il t'arrive un truc comme ça, c'est pas voilà, c'est pas bénin. Et, euh, et moi, il y a un autre truc qui m'a interpellée, c'est le temps. Et je Mm. me dis peut-être aussi le temps du moment présent. Même Mm. Marie-Cécile, est-ce que quelque part de s'accrocher, si je puis dire, ou de s'ancrer dans le moment présent pour pas se dire, ben, ma vie d'après, ça sera plus comme avant, de pas tomber dans le passé et de pas trop angoisser parce que quand tu sais pas trop comment ça va se passer, ce précieux du moment présent, est-ce que ça, j'imagine, ça t'a servi aussi? Ah, bah, merci Claudine de ramener le présent parce que effectivement, ça m'a énormément aidé, même avant l'intervention. Bah, d'ailleurs, tu étais au week-end Ouais, qu'on avait fait à Die, hein, et ouais, je me souviens d'une méditation guidée où on était vraiment revenu dans le présent et c'est la fois où on ouais, avait fait les mandalas où on était vraiment dans le présent. Et ouais, effectivement, je me souviens d'ailleurs que j'avais dit après ce temps que si je suis dans le présent, en fait, bah, tout va bien. c'est ça. Et effectivement, mon corps, il avait pas mal. J'étais assise, enfin, j'étais bien. Mhm. Et dans l'après aussi, je pense.
que ça a joué aussi dans la gestion de la douleur, parce que j'ai très peu eu mal, en fait. J'ai dû prendre 3 Doliprane dans les suites opératoires, mais parce que j'étais dans les yoga nidra, c'est relaxation profonde, c'est un retour dans le présent, dans les sens, dans les perceptions. Et effectivement, en étant dans le présent, bah, je voyais mon corps et je me disais, bah, ça va, en fait. Mm. Mm. Donc, Ouais. ouais, effectivement. Et vu que je revenais beaucoup dans le corps, dans les mouvements, dans la respiration, j'ai fait beaucoup de cohérence cardiaque aussi. Et cohérence cardiaque, c'est venir se caler sur le souffle, hein. Donc Mm. sur le moment présent. Et oui, bah oui, oui, oui. Merci. Merci à toi. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. vraiment, dans toutes ces turbulences, eh Mm. ben, en revenant dans le corps, dans les sensations, dans les perceptions, donc dans le présent, Ouais. Mm. eh ben, ça allait. Mm. Mm. Mm, Ouais, ouais. Oui, tout est mm. lié. Le fait de faire ces pratiques, comme tu dis, somatiques, corporelles, forcément, ça ramène au présent et donc ça Eh nourrit oui. les perceptions et nourrit, et voilà, ça se. Mm, Ouais. mm, mm, Mm. Mm. On a, mm. on a Pascal qui nous demande à quel moment dans la vie d'une femme un supplément hormonal en progestérone est nécessaire. Alors là, c'est une question peut-être un peu compliquée. Moi, c'était pas un supplément en progestérone, c'était un stérilet Mirena, donc c'était à but contraceptif en fait. Mais après, et en fait, la progestérone, c'est souvent dans les pilules et dans tous les médicaments pour la contraception. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à la question et je ne suis pas sûre d'avoir les réponses pour répondre plus loin. Mhm. Bon, en tout cas, c'est prescrit régulièrement par les médecins. Oui. Oui, alors là, il Supplément. y a les 3 médicaments qui ont été incriminés, enfin incriminés, qui sont toujours prescrits, mais avec une surveillance IRM. Et ils sont toujours prescrits parce que souvent, c'est des médicaments qui accompagnent beaucoup, enfin qui soulagent beaucoup les femmes qui ont de l'endométriose. Et l'endométriose, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Et ça fait partie des médicaments qui les soulagent beaucoup. Donc, par contre, une fois qu'il y a un méningiome, c'est arrêt total de tout médicament. Enfin, c'est hormonodépendant. Donc, et des fois, en étant hormonodépendant, il se peut qu'un gros changement hormonal, même une, enfin, il y a des cas où une grossesse, c'est un boost hormonal, ça peut aussi provoquer un méningiome. Donc là, c'est pas lié à, à, à une prise extérieure de progestérone, mais en fait, le fait est qu'il y a certaines femmes qui se retrouvent avec plusieurs méningiomes dans le cerveau, jusqu'à 6 ou 7. Et des fois, c'est dans des endroits où ça s'opère bien. Moi, c'était à l'arrière de l'oreille, ça s'opère facilement. Mais c'est parfois dans des endroits qui ne sont pas opérables. Hmm. Donc, ça peut avoir des séquelles sur la vie très, Ah, très ok. complexes. Hmm. Mhm. Tu me disais que tu ne serais plus jamais tout à fait la même et qu'en même temps, tu es toujours la même. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que je trouve ça très, très juste. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça, peut-être? Ouais, alors c'est dans des discussions justement, ah mais tu vas revenir comme avant ou et vraiment c'est une question, je pense plus philosophique de est-ce qu'on revient à comme avant? Enfin, ça veut dire quoi revenir comme avant? Hmm. Parce que clairement, moi je vais pas revenir comme avant parce que j'entends plus de l'oreille gauche, mon œil gauche est pas le même qu'avant. Il y a des chances que je garde des séquelles aussi de paralysie faciale. Même si dans la vie ordinaire, je suis plus gênée, mais enfin, c'est cette question de retour comme avant, et finalement, dans la vie qui avance, on ne revient pas en arrière non plus, en fait. Hmm. Donc, on ne revient pas à un état comme avant, et là, encore plus en tout cas pour moi, dans cette traversée-là, avec les points des sens qui ont été touchés et le corps qui a été touché quand même
ben, dans le cerveau, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est un truc un peu de fou quand même, de se dire qu'on va se faire Ouais, ouvrir la boîte crânienne. ouais, ouais, c'est pas anodin. Mm, Mm. mm. Est-ce que tu as gardé donc tu as eu une pratique que tu as installée de conscience corporelle dès le départ? Est-ce que Ouais. tu l'as encore gardée ou est-ce que tu sens que ton quotidien a repris le dessus ou est-ce que tu sens que quelque chose a bougé par rapport à ça, une espèce de rigueur au quotidien pour entretenir ta conscience corporelle, continuer à délier le corps ou est-ce qu'on oublie finalement qu'on a eu cette période-là? Alors, je ne l'ai pas gardée aussi précise que pendant, je dirais, j'allais dire 9 mois, mais tu vois, les 9 mois qui ont suivi, qui ont suivi l'opération. J'ai un truc avec les cycles, hein. Mais vraiment, les 9 mois qui ont suivi, c'était très régulé, très, très ordonné et ça me faisait du bien d'avoir cet ordre-là. Hmm, Là, mais tu vois, je vais aller dire, je suis revenue comme avant, dans une pratique un peu plus épisodique, hein, d'accord. mais avec des choses qui, je sais, me font du bien. Et ma pratique de cœur, c'est vraiment les yoga nidra et d'avoir un temps de pause où je laisse le corps se déposer et être porté par le sol, par la Hmm, terre, en fait. Donc ça, je l'ai gardé, mais je l'avais déjà avant très bien installé au moins une fois dans la journée. Mais au temps le plus, quand j'étais en centre de rééducation, là, c'était 4 fois par jour que je plongeais dans les yoga nidra, en fait. hmm. Alors, le yoga nidra, le fait Mm, de te déposer complètement comme ça, de t'abandonner au mm, sol. Donc, mm, si tu fais ça quotidiennement, alors je sais mm. qu'on peut pas faire deux films, on vit une histoire, mais qu'est-ce que tu penses que ça change dans ton quotidien, dans ta vie, dans tes perceptions? Quels sont les bénéfices de cette pratique justement au quotidien, puisque tu en as besoin, j'imagine, au quotidien, ou en tout cas tu l'invites. Qu'est-ce que ça développe? Eh ben, je dirais, ça crée de l'espace dans le corps et dans la tête, et ça crée de l'espace. Enfin, pour moi, c'est un temps de ressourcement profond. Euh, c'est un temps de pause en fait. J'appuie sur pause et il n'y a plus rien qui vient me déranger, même s'il y a du bruit autour, en fait, peu importe. Mm. Et c'est un temps de pause qui comme une prise en fait. Je viens me recharger. C'est comme, finalement, c'est ma recharge de téléphone Mm. ou pour moi en fait de, de grands temps de pause en fait. Mm, mm. Mm. Et puis il y a toute cette histoire de descente et de remontée qu'on retrouve dans le mythe d'Inanna, enfin, ou dans les Mm. grands mythes, en fait, de descente dans le monde d'en bas et de remontée. Et ce temps de pause quand on est tout en bas avant de remonter aussi. Tu veux bien prendre un petit instant pour nous parler de ce mythe parce que tu nous l'as nommé tout à l'heure aussi. Alors, je ne sais pas si tout le monde le Mm. connaît. Moi, je le connais pas. Donc, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, elle m'a beaucoup. Merci Laurence Valérie. Ça m'a beaucoup accompagnée vraiment parce que Inanna, c'est une déesse mésopotamienne, donc antérieure à la mythologie grecque et romaine qu'on connaît. Et elle descend dans le monde d'en bas, donc comme une descente aux enfers, mais aux enfers du monde d'en bas, pour rejoindre sa sœur. Euh, et en fait, pour descendre dans le monde d'en bas a des lois différentes des nôtres et elle doit se délester, déposer ses atours qu'elle a dans la vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire, Inanna, c'était une reine. Donc, elle a 7 portes à passer pour arriver dans le monde d'en bas. Et la première, c'est déposer sa couronne de reine, donc toutes les représentations sociales qu'elle a. Et au fur et à mesure, il faut qu'elle dépose tout ce qui la représente finalement
dans sa vie du monde d'en haut pour arriver tout en bas. Et arrivée tout en bas, elle meurt sur place. Donc mais avant de mourir, en fait, enfin avant de descendre, elle avait demandé à une amie à elle d'être sa gardienne, d'être comme vous avez été finalement les 16 du groupe, d'être les témoins. Donc elle a une témoin qui est restée à la surface Mhm. et et qui surveille si elle revient ou pas. Et quand elle voit qu'elle ne revient pas, elle va chercher de l'aide. Et c'est deux petits êtres qui viennent à sa rescousse, en fait, pour qu'elle arrive à remonter à la surface. Et l'idée, c'est vraiment de relier la personnalité solaire extérieure avec la personnalité plus intérieure, plus sombre. Et c'est en descendant, elle rejoint sa sœur qui est en bas et elle remonte avec une partie d'elle. Et c'est aussi un mythe qui est à l'origine de l'apparition des saisons, qui est repris après avec Perséphone et Déméter. Mais c'est ce cycle de descente, de se dépouiller de tout ce qu'on est, de toutes les représentations sociales qu'on a, de toutes les représentations pour venir au bout du compte à qui on est en fait. Mhm. Et moi, dans tout ce qui s'est chamboulé tout autour, c'était vraiment ce truc, ok, ça non plus, je ne l'ai pas, ok, ça part, ça part, ça part, ça part. Qui suis-je au bout du compte? Si je suis plus tout ce que je pense que j'étais, qui suis-je? Donc, Mhm. et j'avais ce mythe et je me disais, oh waouh, en fait, il y en a qui sont déjà passés par là avant moi et ça m'a aidé en fait de voir ces différentes portes. Ok, elle a laissé de côté tout ça, elle est morte tout en bas, elle est morte à elle-même pour ensuite remonter. Et il y a cette histoire du deuil, parce que dans cette histoire-là, finalement, j'ai fait le deuil de mon audition, j'ai fait le deuil de la personne que j'étais aussi d'avant. Mhm. Et, ouais, c'est vraiment une histoire de deuil aussi. Mm. Avec cette conscience, du coup, de renaître à quelque chose en même temps. Eh ben oui, oui, Mhm. oui. C'est une descente et une remontée, comme les cycles, en fait, comme les saisons où ça revient et ça continue, même si chaque printemps est différent, le printemps revient toujours. Du Mm. coup, ça, j'imagine que c'est probablement un des enseignements les plus précieux peut-être de ce que tu as traversé, mais j'imagine. Est-ce qu'il y en Mm. a, est-ce qu'il y a un autre enseignement peut-être que tu pourrais nous partager de cette période de ta vie très puissante? Euh, est-ce- Qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Quel, euh, quel bénéfice il y a derrière cette histoire-là pour toi? Ben, il y a quelque chose qui a été très clair. C'était, et là, pareil, je m'en souviens très clairement dans la chambre d'hôpital, tu vois, après les urgences, c'est que j'ai eu accès à des ressources qui étaient profondément ancrées en moi. C'est-à-dire que euh, j'avais comme des tiroirs que je pouvais ouvrir en disant, OK, là, tu peux prendre ça, respire sans les appuis, sans sur quoi tu es assise, regarde autour de toi, nomme les choses que tu vois. Et pareil, c'est des outils pour ramener dans le présent. Hmm. Et, euh, et là, je me suis dit, si ça, c'était pas profondément ancré en moi par toutes ces années de pratique, il y a de quoi paniquer. Enfin, j'ai paniqué sur le coup, mais finalement, j'avais tout ça, toutes ces pratiques qui m'aidaient à rester dans mon corps, dans les sensations, dans la perception, comme disait Claudine, dans le présent, et que Hmm. dans le présent, euh, en fait, ça va. Donc, je voyais ma respiration qui s'affolait et je dialoguais avec elle, en fait, en disant, OK, là, d'accord, on est à l'hôpital, c'est pas du tout normal, mais je vais t'aider à, à apaiser ça et donc, la pépite que je dirais de ça, c'est que quand tout va bien, eh ben, c'est le moment d'aller vers ces pratiques-là parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, en fait. Hmm. On ne sait pas du tout. Et c'est pour avoir comme une caisse à outils, si jamais il y a un truc qui nous tombe sur le coin de la figure, alors sans souhaiter une maladie à qui que ce soit, mais vu le monde un peu chaotique dans lequel on vit, c'est quand même
d'avoir ces pratiques-là intégrées, en tout cas pour moi, ça a été un secours énorme parce que je voyais d'où ça venait et ça faisait vraiment comme des tiroirs en fait. Où ça, ok, je sais calmer ma respiration. Quand j'ai fait l'IRM pour la première fois dans le tunnel, là, la fille, elle m'a dit, ah ben ça dure 20 minutes. Et pour moi, 20 minutes, ah, c'est le temps d'un yoga nidra. Et je me suis endormie dans l'IRM en fait. Parce que c'était le temps, ok. Et ça, c'est parce que je l'avais pratiqué et mon corps connaissait le chemin, en fait. Et quand on connaît le chemin, on y va plus facilement, en fait. Et je me dis, mais merci à toutes ces pratiques et à tout ce qui a fait que j'avais tout ça en ressources, en fait. Et là, ce que j'ai envie de partager avec les gens, bah, c'est toutes ces pratiques qui font que ça aide dans les moments dans les moments de chamboulement, dans les moments de transition, de coups durs enfin, qu'on traverse tous au bout du compte. Hein. Les moments où on Mm. s'y attend le moins, même parfois, où on se dit heureusement que j'ai ça, mais évidemment, on ne peut pas l'anticiper. Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et il y a une phrase alors c'est en anglais, mais c'est fais ta pratique tant que tu le peux, car il y a des moments dans la vie où tu pourras plus, et c'est à ce moment-là que tu en auras besoin. Et Mm. ça résume parfaitement ce qui s'est passé pour moi, en fait. Ouais, tout Et à fait. c'est ouais. Mm. Mm. On arrive bientôt au terme. On arrive au terme de notre moment passé ensemble, Marie-Cécile. Donc, Mm. je te laisse le mot de la fin. Moi, je vais garder que notre corps est un chef-d'œuvre. Ça, tu nous l'as partagé. Un grand merci. Je trouve ça Mm. merveilleux. Euh, Mm. voilà, pour terminer cet entretien avec nous, là déjà, tu nous as offert une belle pépite avec cette Mm. phrase-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous dire avant qu'on se quitte? Eh ben, c'est une autre phrase que j'aime beaucoup. Et c'est lié à la patience, en fait. Et c'est une phrase qui dit sois patient quand tu deviens quelqu'un que tu n'as jamais été encore. Et elle me touche, cette phrase, parce que effectivement, on est des êtres en devenir. Et c'est cette patience, peut-être que j'ai appris un petit peu plus par cette traversée, parce que effectivement, faut du temps pour récupérer tout ce temps de convalescence, mais d'être patient quand on devient quelqu'un qu'on n'a jamais été. Et c'est peut-être le parcours d'une vie. Mm. Hmm. Moi, je propose qu'on s'arrête là-dessus parce qu'un grand merci. Mm. Merci pour ta Mm. confiance, Marie-Cécile. Merci pour ton partage sincère et authentique. Voilà, c'est vraiment précieux. Ben, merci à toi pour cet espace que tu as offert. Merci. Et puis, merci à vous pour vos présences. Merci Oui, beaucoup. merci Merci d'avoir été là. Marie-Cécile. Merci. À très Bye bientôt. bye. À très bientôt. Au revoir. Bye Bye.